Et en répression, vous condamnez une peine de 1 an de prison, dont 9 mois assortis d'un sursis mis à l'épreuve. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer. L'auteur d'un livre révisionniste sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, condamné pour apologie de crimes de guerre, une peine de prison ferme a été prononcée par le tribunal correctionnel. 1 an de prison, dont 3 mois ferme. Le résident belge, auteur d'un livre révisionniste sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, a été reconnu coupable d'apologie de crimes de guerre. Le tribunal correctionnel de Limoges a rendu sa décision ce matin. Le Haut-Viennois, qui avait diffusé une cassette de publicité pour ce livre, a lui été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Aglaé-Poncé, Jean-Louis Sante. Coupable d'apologie de crimes de guerre, le révisionniste Vincent Renoir est condamné à 1 an de prison, dont 9 mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de 3 ans et obligation de quitter la Haute-Vienne. Les 3 parties civiles sont satisfaites. Je suis content. Il est condamné ? Il est condamné, c'est le principal. Les détails après, c'est des détails. Le principal, c'est qu'il soit condamné. Tout est là. J'aurais aimé qu'il soit carrément emprisonné à partir d'aujourd'hui. Mais enfin, je pense que la condamnation est un signe fort. Un signe que le condamné a bien compris puisqu'il a quitté immédiatement la salle d'audience après l'énoncé du jugement. S'il ne respecte pas ce verdict et ses obligations d'indemnisation financière, il pourra être incarcéré. Je fais confiance à la justice de mon pays et j'espère que cette sanction lui interdira d'exercer et de faire la promotion de ces thèses négationnistes et révisionnistes qui sont une insulte à nos morts et à ce que représente Oradour. C'est un jugement qui est à la mesure du personnage, qui a déjà nié l'existence des chambres à gaz et qui là vient nier ce qui s'est passé au Oradour. Il ne faut quand même pas jouer avec la vérité historique et puis avec tout ce que les gens ont pu vivre et avec leurs souffrances. En signe de solidarité avec les parties civiles, une quinzaine de jeunes du SCALP et de la GEL FSE sont venus dénoncer la peste brune. Et les thèses des révisionnistes ne peuvent pas passer comme ça sans qu'il y ait quelques personnes qui se rassemblent et qui montrent qu'il y a des antifascistes sur l'image prêts à défendre toutes les victimes de la barbarie nazie. Le condamné est reparti libre, il est probable qu'il fasse appel, mais déjà de nouveaux tracts circulent annonçant l'édition de manuels scolaires révisionnistes. L'ouvrier enseveli. Vincent Renoir, le condamné, c'est moi. Le verdict du tribunal de Limoges intervient après une lutte, entre guillemets, de 6 années. Tout a commencé en juin 1997, lorsque j'ai publié un ouvrage intitulé « Le massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène ». Dans cet ouvrage, je ne conteste pas que les Waffen-SS sont venus à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Je ne conteste pas non plus que le soir, toute la population du village, à quelques exceptions près, était morte. Ce que je conteste, c'est l'histoire officielle quand elle prétend 1. Que les Waffen-SS sont arrivés à Oradour avec pour mission d'exterminer tous ceux qui s'y trouveraient, hommes, femmes, enfants confondus. Et 2. Ce que je conteste, c'est que les Waffen-SS aient massacré les femmes et les enfants d'Oradour en les brûlant vifs dans l'église. La thèse que je la soutiens après avoir étudié minutieusement les ruines, les clichés d'époque, les cadavres, les témoignages et autres documents. Ce que je prétends, c'est que 1. Les Waffen-SS sont arrivés à Oradour non pour exterminer la population, mais afin de retrouver un gradé allemand qui avait été enlevé la veille 9 juin par des maquisards et qui pouvait, pensait-il, se trouver détenu à Oradour.
Et ce que j'affirme également, c'est que les femmes et les enfants ont trouvé une mort terrible dans l'église suite à l'explosion surprise, inattendue, d'un ou plusieurs dépôts de munitions clandestins qui avaient été emménagés dans le lieu saint par la résistance locale. Mon livre est paru en juin 1997. Dès le mois de septembre 1997, un arrêté ministériel l'interdisait sur tout le territoire français. Naturellement, cet arrêté ministériel a été pris après que les autorités du Limousin aient tout fait pour que mon livre soit interdit. Mais l'affaire n'allait pas en rester là. Fin 2000, j'ai réalisé une cassette vidéo intitulée « Oradour, 50 ans de mensonges officiels ». Cette cassette résumait très succinctement la thèse développée dans mon ouvrage. Dès le mois de février 2001, les autorités du Limousin ont réussi à ce que, par un arrêté préfectoral, cette cassette soit interdite sur tout le département de la Haute-Vienne. En même temps, elles ont porté plainte contre moi pour apologie de crimes de guerre. C'est cette plainte et c'est cette saga judiciaire qui s'est terminée par le verdict du 12 décembre. Et en septembre 2001, encore une fois suite à l'action des autorités du Limousin, un arrêté ministériel a interdit la vente, le prêt et l'exposition de ma cassette aux mineurs sur tout le territoire national. Il est assez amusant de penser que cette cassette a été interdite en vertu d'une loi qui protège les mineurs et notamment qui est chargée de réprimer les infractions sexuelles. C'est tout ce que l'État avait trouvé pour interdire dans l'urgence cette cassette vidéo. Avant même de discuter de la valeur de mes thèses, je pense qu'il est intéressant de regarder la façon dont la sentence du 12 juin 2003 à Limoges a été accueillie par ceux que j'appelle mes adversaires. Je suis content. Il est condamné ? Il est condamné, c'est le principal. Les détails après, c'est des détails. Le principal, c'est qu'il soit condamné. Tout est là. J'aurais aimé qu'il soit carrément emprisonné à partir d'aujourd'hui. Mais enfin, je pense que la condamnation est un signe. Confiance à la justice de mon pays et j'espère que cette sanction lui interdira d'exercer et de faire la promotion de ces thèses négationnistes et révisionnistes qui sont une insulte à nos morts et à ce que représente Oradour. Aujourd'hui, certains, on l'entendra tout à l'heure dans le journal, regrettaient que Vincent Renoir n'ait pas été incarcéré immédiatement après l'audience. Il va pouvoir faire appel, entre-temps il est libre, il peut continuer son action, même s'il encourt évidemment le risque d'une incarcération. Est-ce que vous aussi vous partagez ce regret ? Certainement, mais bon, la justice a frappé durement. Je crois que c'est la première fois qu'une telle peine est prononcée. Il faut s'en réjouir. Et je trouve que c'est une très bonne chose que la justice soit passée avec cette force, et parce qu'il faut être impitoyable à leur endroit. Vous venez de le constater, ces gens se réjouissent de ma condamnation, prônent une répression toujours plus impitoyable contre les révisionnistes et vont même jusqu'à regretter que je n'ai pas été immédiatement jeté en prison. Ce genre de réaction doit d'autant plus nous étonner que, dans les faits,
le rapport de force est largement en leur faveur. Ces gens-là, les gens d'Oradour, possèdent un village conservé en l'état, disent-ils, qui est visité chaque année par 300 000 personnes. Ils ont à leur disposition un centre de la mémoire qui a été inauguré en 1999 par Jacques Chirac lui-même, qui a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est visité chaque année par 120 000 personnes. 120 000 personnes auxquelles on explique la thèse officielle, sans naturellement parler des thèses révisionnistes. Eh bien, malgré cela, malgré ce rapport de force, sachant que nous avons diffusé moins de 200 cassettes vidéo sur le territoire national, nous avons diffusé environ 2000 exemplaires de notre ouvrage. Eh bien, malgré ce rapport de force qui est des milliers de fois en leur faveur, ces gens-là appellent à la répression. Ces gens-là réclament que je sois immédiatement mis en prison. Ils regrettent que je sois encore en liberté. Alors vous pourrez me dire, s'ils le regrettent, c'est parce que vous ne cessez de les insulter. Vous développez vos thèses délirantes tout seul dans votre coin et vous ne voulez pas entendre raison. Mais non, ce n'est pas vrai. Bien au contraire. De mon côté, de notre côté, les révisionnistes ont toujours réclamé la discussion, et ce, depuis 1997 et depuis 6 ans. Nous n'avons cessé de réclamer un débat libre et loyal. En voici les preuves. Ce que vous voyez à l'écran est la 20e page de mon livre « Le massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène ». C'est la dernière page, le dernier paragraphe de l'avertissement. Et qu'est-ce que j'écrivais dès juin 1997 ? Si demain, certains détracteurs nous convient à un débat honnête, nous nous empresserons de répondre favorablement. Ce qui signifie que dès juin 1997, j'acceptais d'avance le débat. Lorsqu'il est apparu que le 18 novembre 2003, je passerai en procès à Limoges, j'ai écrit à Jacques Valéry, le président des Amis du musée de la Résistance du département de la Haute-Vienne. Je lui ai écrit le 23 octobre pour l'inviter à un débat. Dans ma lettre, je l'avertissais que un ami, une relation, avait déjà accepté de me prêter une salle le samedi 15 novembre et que je l'y attendrai à 14 h pour que nous puissions débattre. Dans ma lettre, je lui donnais même le numéro de cet ami qui possédait cette salle afin qu'il puisse le contacter pour voir que ce n'était pas une farce ou un canular. J'attendais monsieur Valéry le 15 novembre à Paris pour que nous débattions d'Oradour et de sujets connexes. Eh bien, monsieur Jacques Valéry m'a répondu dans une lettre qu'il m'attendait au tribunal le 18 novembre à Limoges. Il l'a d'ailleurs lui-même répété après l'audience. J'ai dit, monsieur, je vous attends au tribunal. C'est la preuve que monsieur Valéry ne voulait absolument pas débattre avec moi. Mais, afin de le prendre au mot, puisqu'il disait qu'il m'attendait le 18 novembre à l'audience au tribunal, ce 18 novembre,
Je suis allé le voir après l'audience. Je l'ai appelé dans le hall, je me suis approché de lui et je lui ai demandé d'organiser ou d'accepter ce débat. Voici ce qui s'est passé en images. Absolument pas débattre avec moi, mais je suis un imbécile. Je suis un imbécile, mais je suis un gros naïf. Je dis que des mensonges. Vous devriez me ridiculiser dans un débat. Puisque je dis que des mensonges. Ce que je dis, c'est absurde. Vous faire noter de publier les photos du colonel, les photos d'Henri Demey. Qui est-ce qui vous a demandé de publier? Elles sont publiques, elles étaient au dos de son livre. Elles étaient au dos de son livre. Et vous êtes toujours dans votre bulletin? Voilà. Mais pourquoi vous ne voulez pas débattre puisque je suis un imbécile qui dit que des mensonges gros comme moi? Ça devrait être très facile. Si quelqu'un me dit... Moi, j'ai parlé à Madame Rouffant. Pourquoi vous ne voulez pas faire un débat puisque je suis un imbécile? Vous n'avez jamais parlé à Madame Rouffant. Comment Madame Rouffant a-t-elle pu faire son saut de 4 mètres, dérouler de 4 mètres et s'arrêter juste sur le petit parapet? Ça vous surprend. On n'est pas... Et pourquoi il y a des boiseries qui sont encore... Mais vous êtes simple quand même. Eh bien si je suis simple, ridiculisez-moi dans un procès. Monsieur Jacques Valéry ne veut pas... Oh, c'est dommage. Vous avez vu, durant toute cette minute où j'ai demandé à Monsieur Valéry un débat, celui-ci a été d'échappatoire en échappatoire afin de refuser toute discussion loyale. Et comme vous aurez également pu le remarquer, ceci est d'autant plus surprenant qu'il dit lui-même que je suis simple. Normalement, ça ne devrait pas être difficile de me ridiculiser lors d'un débat. Et ce qui est amusant, c'est que tous mes adversaires, pratiquement, affirment que finalement, je suis une espèce d'imbécile qui conteste des évidences. Nous allons maintenant le voir en images. Il faut quand même pas jouer avec la vérité historique et puis avec tout ce que les gens ont pu vivre. Et avec c'est qu'à Oradour, il suffit d'avoir visité le village martyr pour ne pas pouvoir imaginer un seul instant que la réalité historique soit remise en question. Et pourtant, on voit bien que même jusque-là, ces thèses révisionnistes sont capables de trouver matière à doute, comme le disait tout à l'heure Mouldaouni. Ainsi, je serai donc un imbécile qui nie des vérités historiques les plus évidentes. Cependant, derrière cette façade d'assurance, il y a une peur bleue. La peur bleue que j'ouvre même la bouche. Et c'est M. Milor lui-même qui l'a avoué. Regardez et écoutez ce passage qui résonne comme un aveu. Mais c'est vrai qu'on est pris par ce dilemme si vous voulez, d'attaquer frontalement de telles thèses, parce que c'est faire de la publicité, donner la possibilité à quelqu'un de s'exprimer. Et puis c'est ce qu'il cherche. Monsieur Milor a peur. Il ne veut pas que je m'exprime, parce qu'il ne veut pas que les gens puissent connaître mes thèses. Voilà la vraie raison pour laquelle il refuse tout débat. Ils savent que si je pouvais m'exprimer librement lors d'un débat loyal, les gens qui m'écouteraient se poseraient immanquablement des questions. D'ailleurs, nous en avons une preuve. Nous avons la preuve qu'ils n'osent pas dire aux gens qu'ils refusent le débat. Cette preuve, elle a été apportée par la télévision de Limoges. Vous vous souvenez souvent, vous avez vu le passage, la minute où j'ai voulu demander à Jacques Valéry qu'il accepte un débat. Eh bien, la télévision de Limoges a filmé la scène. Mais lorsqu'elle l'a diffusée, après le rendu du verdict, elle a pris soin d'effacer le son. Voyez. L'énoncé du jugement, s'il ne respecte pas ce verdict et ses obligations d'indemnisation financière, il pourra être incarcéré. Je suis un imbécile, mais je suis un gros naïf. Je dis que des mensonges. Vous devriez me ridiculiser dans un débat. Puisque je dis que des mensonges. À l'évidence,
nous sommes confrontés à des gens de mauvaise foi, des gens qui veulent imposer leur thèse par la force, en recourant à la justice. De mon côté, je propose, j'expose, je n'impose rien. Je vous invite donc à regarder mon film de l'an 2000, ce film qui m'a valu une lourde condamnation à Limoges 3 ans après. Auparavant, toutefois, j'effectuerai quelques remarques qui viendront afin d'approfondir certains sujets qui, dans le film, n'avaient été qu'effleurés. Ces remarques, je vais les faire sous forme de 4 questions précises que je vais poser aux gardiens de la mémoire et auxquelles j'attends des réponses précises de leur part. Nous voici dans l'église telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Les voûtes de la nef se sont effondrées quelques semaines après le drame. Pour moi, seule une forte explosion a pu suffisamment ébranler le lieu saint pour provoquer ces terribles dégâts constatables aujourd'hui. Les tenants de la thèse officielle répondent que le gigantesque incendie prétendument allumé par les Waffen-SS aurait pu provoquer ces gigantesques dégâts. Mais n'oublions pas que le soir de la tragédie, dans l'église, des draperies et des pièces en bois étaient encore visibles. Aujourd'hui, par exemple, le visiteur qui pénètre dans l'église conservée peut voir le confessionnal bien intact. Il peut également voir, dans la chapelle en face, la chapelle Saint-Joseph, l'autel Saint-Joseph que vous voyez là à gauche de l'image, qui est en bois et qui est encore aujourd'hui parfaitement intact. Maintenant, comparez avec cette église partiellement détruite. Les voûtes se sont effondrées, mais des pièces en bois ont été préservées, comme la chaire que vous voyez maintenant apparaître au bord de l'image à gauche. Nulle part il n'y a de traces d'incendie, et en effet, quelle a été l'origine du sinistre qui a fait s'effondrer les voûtes? C'est un bombardement allemand en juin 1940. Là encore, ce sont des fortes explosions qui ont ébranlé l'église et qui ont fait s'effondrer les voûtes. Maintenant, je pose la question suivante aux défenseurs de la thèse officielle. Expliquez-nous comment, dans une église qui aurait été transformée en four crématoire pour plus de 500 personnes et qui aurait été gravement détruite suite à un gigantesque incendie, comment, dans une telle église, des objets en bois léger ainsi que des draperies auraient-ils pu être préservés? Personnellement, je ne conteste pas qu'à Oradour-sur-Glane, les Waffen-SS ont fusillé puis brûlé les hommes. Le corps que vous voyez a été découvert dans un brasier éteint. En voici un autre, également découvert dans un brasier éteint. Ces 2 corps ont l'aspect typique des victimes d'incendie. Les habits ont disparu, les visages ont perdu leurs traits, qui ne sont plus identifiables. Les extrémités, mains, pieds, ont pu être consumés. Mais globalement, les corps sont entiers. À l'église, en revanche, les cadavres avaient un aspect très différent. Ils étaient tous déchiquetés. Outre les photos très parlantes, on possède les témoignages de gens venus sur les lieux après la tragédie. En voici quelques-uns. Je cite. Dans l'église, des têtes se sont détachées des troncs, des bras et des jambes gisent çà et là, épars. En voici un autre. Nous pénétrons dans l'église. Çà et là des monceaux de crâne, de jambes, de bras, de thorax, un pied dans un soulier. Un autre. C'était une horreur gigantesque. Il n'y avait pas un corps intact. Certains étaient coupés en 2.
enfin un autre. Ici, de pitoyables petites mains d'enfants gisent éparses sur les dalles. Là, on découvre les pieds de pauvres gosses qui n'ont pas été entièrement consumés. Ces descriptions concordent avec la thèse de l'explosion. Elles ne concordent pas en revanche avec celle d'un incendie. Regardez ce fragment de corps trouvé dans l'église de Radour-sur-Glane. Il ne reste que les jambes de ce pauvre enfant, mais le short et les chaussures sont intacts. Maintenant, regardez ce fragment de corps retiré d'une maternité qui, en 1918, a été atteinte par des obus de la grosse Bertha. Cette pauvre femme est morte déchiquetée par une explosion. Il ne reste que les jambes, mais elle n'est pas brûlée. Notez les similitudes avec l'enfant retrouvé dans l'église. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Comment ne pas en conclure que ce pauvre garçon a également été déchiqueté par une terrible explosion? Le bébé mutilé que vous voyez maintenant a été découvert hors de l'église de Radour-sur-Glane peu après la tragédie. La tête a disparu et les deux jambes ont été sectionnées en partie. Maintenant, comparez avec ce soldat de 1914. Ces deux jambes ont été sectionnées par l'explosion d'un obus. Là encore, il n'est pas insensé de conclure que ce pauvre enfant mort dans l'église de Radour-sur-Glane a été victime d'une explosion qui lui a arraché en partie les jambes et la tête. Notons d'ailleurs que le 12 avril 1945, un ancien Waffen-SS alsacien, qui était à Oradour le 10 juin 1944, parla, je cite, de petits enfants de 2 ans qui avaient été projetés de l'église par l'explosion et horriblement mutilés. Ce sont les termes qu'il a employés lors d'un interrogatoire. La question que je pose aux tenants de la thèse officielle est la suivante. Comment concilier la thèse de l'incendie dans l'église avec l'état des corps des femmes et des enfants? D'après la thèse officielle, seule une femme a pu s'échapper de l'église. Il s'agit de Madame Marguerite Roufange. Elle serait parvenue à s'extraire des flammes en sautant par le vitrail que vous voyez à l'écran et devant lequel a été dessinée une flèche. Nous la voyons ici à l'écran sur son lit d'hôpital peu après la tragédie. Dans l'un de ses témoignages, elle a déclaré « Le vitrail étant brisé, je me suis précipité par l'ouverture qui s'offrait à moi. J'ai fait un saut de plus de 3 mètres. » Plus de 3 mètres, fichtre. Sautant par ce vitrail, Madame Roufange aurait donc effectué un vol plané de plus de 3 mètres. Vol plané, au terme duquel elle serait arrivée sur cette petite pente herbue, pente de 4,50 m tout de même, qu'elle aurait dévalée avant de s'arrêter sur l'étroite corniche qui est au-dessus de ce mur, étroite corniche d'1,50 m maximum, ce qui lui aurait évité de tomber en contrebas, 2,50 m plus bas, sur cette rue où un SS. Pour mieux vous rendre compte, regardez ce cliché sur lequel nous avons ajouté la silhouette d'une personne d'1,60 m qui saute par le vitrail. Après sa chute de 4 mètres, puis sa roulade, elle arrive sur la petite corniche à la vitesse de 6 mètres par seconde. Cette vitesse nous est donnée par les lois de la physique simple. Il est impossible à cette vitesse de s'arrêter et de ne pas tomber 2,50 mètres plus bas. Maintenant, je pose la question suivante aux tenants de la thèse officielle. S'ils sont sur d'eux, est-ce qu'ils sont prêts, avec moi, à engager une personne, un cascadeur,
pour refaire le saut de Madame Roufanche afin de constater si oui ou non une personne qui saute par le vitrail peut s'arrêter en bas de la corniche. D'après la thèse officielle, le Limousin était truffé de maquis, excepté la région d'Oradour qui était totalement exempte de maquis. Cette thèse, on la retrouve sur la carte qui apparaît maintenant à l'écran et que j'ai trouvée dans la littérature disponible à propos d'Oradour. Pourtant, l'homme que vous voyez maintenant à l'écran, au centre, s'appelle Len Cotton. Pendant la guerre, c'était un aviateur membre de la Royal Air Force. Fin 1942, son avion a été abattu au-dessus de la France. Il s'est écrasé à Confolens. Len Cotton et ses coéquipiers ont été pris en charge par la résistance qui avait organisé plusieurs réseaux pour que les aviateurs alliés tombés au-dessus de la France puissent s'échapper. Len Cotton a été emmené à Oradour-sur-Glane. D'après ce qu'il m'a raconté, lui et ses coéquipiers ont été cachés pendant 3 jours dans l'église, dans la sacristie exactement. Là, ils étaient nourris par la fille de Madame Roufanche, qui appartenait à la résistance sous le pseudonyme de Daniel. La présence de Len Cotton à Oradour remet radicalement en cause la thèse du village qui n'aurait rien eu à faire avec la résistance et les maquis. Dans mon ouvrage paru en 1997, j'ai parlé de Len Cotton. À ce jour, les tenants de la thèse officielle n'ont jamais répondu à ce que j'avance. Dans leurs ouvrages publiés depuis, ils n'ont jamais parlé de Len Cotton. Aujourd'hui, je leur pose donc la question. Seraient-ils prêts à discuter publiquement avec moi et Len Cotton du cas de cet ancien aviateur de la RAF qui vit aujourd'hui en Australie? Maintenant, mesdames, messieurs, je vous invite à regarder mon film de 2000, ce film qui m'a valu cette lourde condamnation, 3 mois de prison ferme. Personnellement, je ne prétends pas détenir la vérité à 100%. Tout ce que je revendique aujourd'hui, c'est le droit de poser des questions, le droit d'avoir accès à toutes les archives et le droit d'avoir un débat loyal avec les tenants de la thèse officielle.
Oradour-sur-Glane. Ce village est entré dans l'histoire le 10 juin 1944. En France, il reste le symbole de la barbarie nazie en pays occupé. C'est en effet là que, le 10 juin 1944, des Waffen-SS appartenant à la division d'Reichsreich auraient commis le crime de guerre le plus abominable. Ils auraient investi le village, ce samedi 10 juin 1944 à 14h, auraient regroupé les habitants, séparé les hommes des femmes et des enfants, conduit les hommes dans des granges, dans 6 granges, par groupe de 20 à 60, où ils les auraient fusillés, avant de tuer les derniers survivants avec des pistolets, de mettre le feu aux cadavres, y compris à ceux qui étaient encore blessés. Les femmes et les enfants, pour leur part, auraient été emmenés dans l'église, et c'est là que l'horreur aurait atteint son paroxysme. Les Waffen-SS les auraient brûlés vifs dans le sanctuaire et auraient ensuite brûlé les corps, ceux des morts, ceux des femmes et des enfants qui étaient encore blessés, dans un gigantesque brasier qui aurait entraîné d'ailleurs une destruction très forte de l'église. Depuis maintenant 50 ans, à Oradour-sur-Glane, on visite les ruines du village, les ruines de l'église, que l'on nous dit être conservées comme elles l'étaient le soir du 10 juin 1944. Des gens visitent, des gens se recueillent. C'est devenu un lieu de pèlerinage, le lieu symbole de la barbarie nazie en France occupée. Je suis donc venu vous parler d'un sujet sur lequel j'ai mené une enquête, je dirais, de près de 7 ans, donc, qui est le drame, la tragédie de Oradour-sur-Glane, qui est survenue donc le 10 juin 1944 dans le village d'Oradour. J'ai donc écrit un livre sur la question qui a été interdit par le ministère de l'Intérieur le 2 septembre dernier, qui n'est donc plus disponible en France, qu'on peut quand même encore se procurer via l'étranger. Et donc je suis venu ce soir vous en résumer, vous exposer un peu ce que l'on a fait pour étudier ce drame. Alors tout d'abord, pourquoi je m'y suis intéressé? Ça peut être important de le savoir. Parce qu'un jour, en 1989, je discutais avec une personne qui, devant moi, tentait de défendre l'honneur de la Waffen-SS. Étant relativement pacifiste, un vrai antimilitariste, je lui ai ressorti l'argument massu, que je pensais être massu, qui était oui, mais enfin, t'es Waffen-SS que tu défends, ils ont quand même commis en France un crime abominable qui est celui d'Oradour, brûler les femmes et les enfants dans une église, je vois pas comment tu peux l'excuser. Et cette personne m'a dit, ah, détrompe-toi, le drame d'Oradour, c'est pas ce qu'on croit. Et il m'a donné la brochure en français d'un ancien gradé Waffen-SS, Otto Wedinger, qui avait écrit donc un opuscule sur ce drame qui s'appelait Tulle et Oradour, une tragédie franco-allemande. Et dans cet opuscule, il livrait une autre version que la version officielle française, en disant que Oradour, les Allemands n'étaient pas venus pour massacrer, mais que suite à un triste enchaînement d'événements, il y a eu mort de femmes et d'enfants sans que les Waffen-SS aient voulu les assassiner. Comment? D'hommes aussi. D'hommes aussi, bien sûr, mais c'était surtout les femmes, enfants. C'était surtout les hommes, les femmes et les enfants. Alors, j'ai lu cette brochure attentivement et j'ai été relativement surpris. D'abord surpris par le ton. C'était un ton très très posé, c'était un soldat qui racontait ses souvenirs, qui se fondait aussi sur l'étude d'un Allemand qui avait écrit 2 livres sur le drame d'Oradour, 2 livres dans lesquels il défendait une autre thèse que la thèse française. J'étais donc surpris par un langage assez posé, et ça m'a entraîné à me poser certaines questions. Alors,
je me suis dit, après tout, là-dedans, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a la parole du Waffen-SS contre la parole, je dirais, du résistant français. Qui a raison? Et c'est à ce moment-là qu'en 1989, j'ai décidé de débuter moi-même une enquête. Alors personnellement, je ne pensais pas que ça donnerait lieu à un livre. Je pensais que ce serait une enquête personnelle, qui resterait personnelle, et puis dont je ne livrerai jamais les résultats au public. Bon, mais il s'est révélé que de découverte en découverte, j'ai décidé au bout d'un moment de rédiger une étude sur le sujet. Pour faire cette étude, bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut savoir, je comprends qu'à Oradour, les plaies sont encore vives et que bon, lorsqu'on commence à fouiller là-bas, très très vite on est repéré et on est très très mal vu. À ce titre, je vais donner juste la parole à mon ami Henri Lefkowitz qui m'a secondé en quelque sorte dans mes recherches. Bon, j'ai pas fait grand chose. Hein. Oui, c'est ça. Et à qui il est arrivé, il y a le 10 juin dernier, une mésaventure. Le livre est paru en mai dernier, en mai 97. Et Henri Lefkowitz s'est rendu à la commémoration du drame le 10 juin 97, comme il le faisait chaque année. Alors je lui laisse la parole pour qu'il vous explique ce qui m'est arrivé quand même. Pour vous dire un peu l'ambiance qui règne encore là-bas. Oui, j'habite à 46 km de Oradour-sur-Glane. Et tous les ans, je vais à la commémoration des événements, surtout pour écouter le sermon de l'évêque de Limoges, parce qu'il y a une messe qui est célébrée par l'évêque de Limoges. Et chaque fois, il fait un sermon assez intéressant. Alors le 10 juin, avant le début de la cérémonie, je me suis rendu à l'église pour savoir à quelle heure était la messe. Et on m'a dit que la messe était à 11h. Et c'était 9h moins le quart, je crois. Je me dirige vers le vélo, et pour aller au vélo, je suis obligé de passer devant la place de la mairie du nouveau village. Et un des deux guides, M. Hiverneau, m'a vu. Alors il m'a vu, il m'a dit bonjour, comme d'habitude, étant donné qu'il me connaît depuis 1992, il me connaît bien. Et alors comme il se dirige vers la mairie, moi je le suis. On discute. Arrivé à hauteur de la mairie, il me dit venez. Alors moi, en confiance, je viens et il me présente à M. Dartout. Il me dit voilà, M. Lefkowitz et M. Dartout. Et alors M. Dartout me serre la main, et moi je me serre la main. Alors M. Dartout, je précise, M. Dartout est un rescapé du drame. Ah pardon. Oui, M. Dartout est un des 5 hommes rescapés de la Grange Lodi. Et à ce moment-là, M. Hiverneau dit à M. Dartout, voici l'auteur du livre. Il m'a présenté comme étant l'auteur de ce livre. Alors que l'auteur de ce livre, c'est Vincent Renoir. Alors du coup, M. Dartout me dit, oh, vous savez, je ne tiens pas à vous connaître aujourd'hui. Moi j'ai dit, et alors quelqu'un d'autre est venu, dit, alors c'est vous qui nous prenez pour des menteurs. Alors moi j'ai dit tout simplement, mais écoutez, il y a un dossier au blanc que l'on ne peut pas consulter. Pourquoi ne peut-on pas consulter ce dossier? Au blanc, à la ville du Blanc. La ville archive de la gendarmerie. Oui, la ville du Blanc se trouve dans l'Inde. Et le gars n'a pas eu le temps de me répondre. Le maire d'Oradour est arrivé, il m'a attrapé par le bras. Il dit, va-t'en, t'es un SS, va-t'en. Et à ce moment-là, moi j'ai regardé dans ma musette, j'ai voulu lui montrer ces 2 photos. Là c'est la photo de mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle, la grande sœur de mon père, qui ont été raflés le jour de la rafle du Vel-d'Ivry. Et je lui ai dit, je suis petit-fils de déporté. Et j'ai regardé dans ma musette pour lui montrer cette photo. Manque de chance, cette photo qui me suit partout, ce jour-là, j'avais oublié de la mettre dans la musette. J'ai oublié, je n'ai pas pu la lui montrer. Mais je lui dis quand même, je suis petit-fils de déporté. Et le maire m'a dit, je m'en fous, va-t'en. Alors, pour commencer notre recherche, on s'est heurté à un problème de méthode. Et c'est ça qui est très important. C'est qu'on s'est dit, voilà, il y a un problème, il y a 2 thèses contradictoires sur une affaire. Alors, nous allons, pour éviter de se tromper, comme j'ai une formation scientifique, puisque je suis diplômé ingénieur chimiste de formation, j'ai eu une éducation au milieu de scientifique, je me suis dit, je vais faire comme on m'a toujours appris en sciences, c'est quand un problème est très embrouillé,
on revient au départ avec ce que l'on est sûr de savoir, ce que l'on est persuadé. Pour partir de ce débat saine, donc on démarre sur ce qu'on est sûr. Alors je me suis dit, de quoi est-on sûr à Oradour? De quoi est-on certain? Eh bien, ce dont on était certain, c'était que le 10 juin 1944 à midi, Oradour était un village français que rien à peu près ne distinguait des autres. Il y avait la vie, il y avait même d'ailleurs une grande vie puisque c'était le week-end, il y allait y avoir une distribution de tabac, il y avait la préparation de la communion, les enfants étaient là, bref, c'était un village plein de vie, donc rien ne le différenciait des autres. Et à 19h, la plupart des maisons n'étaient plus que des ruines en flammes, et il y avait dans le village des centaines de cadavres. Alors vous remarquerez que je ne dis pas que tout le bourg d'Oradour était détruit. Non, c'est pas vrai. Il y a des maisons qui ont survécu, enfin des granges, bon. Et je ne dis pas non plus que la population d'Oradour-sur-Glane était exterminée. Non, non, non. Je dis qu'il y avait des centaines de cadavres, parce qu'on verra qu'il y a des gens d'Oradour qui ont survécu, et il y a des gens qui n'étaient pas d'Oradour, et qui sont morts dans cette affaire. Donc, 7 heures plus tard, le drame a eu lieu, le bourg n'est que ruine en flammes, dans son immense majorité, et il y a des centaines de cadavres. Voilà de quoi on était certain au départ. Et à partir de là, nous avons choisi de débuter une enquête, non pas comme la majorité des historiens actuels le font, mais comme un commissaire, je dirais, de police le ferait. C'est-à-dire que j'ai remarqué que souvent dans les livres actuels sur les historiens, quand on parle d'un fait, on commence à étudier le contexte général. Puis on s'approche, on étudie le contexte particulier. Et puis enfin, on traite très rapidement du fait en lui-même. Par exemple, sur Oradour, on va parler de l'occupation allemande de la France, et puis ensuite on va parler de l'occupation allemande dans le Limousin, et puis hop, sur le drame d'Oradour, on dira bon ben ça y est, ça, on a déjà dit ce qui s'était passé, reportez-vous au livre de 45. Nous on a fait exactement le contraire. On s'est dit, le contexte on s'en moque. On va se focaliser sur ce qui s'est passé le 10 juin à Oradour. Peu importe qui est en cause, que ce soit les Waffen-SS, que ce soit l'armée française, les tirailleurs sénégalais, on s'en moque. Que ça ait eu en 44, en 54, en 34, on s'en moque. On sait qu'il y a un certain jour, il y a eu une catastrophe. Peu importe ce qui s'est passé, nous allons nous focaliser sur l'aspect matériel de la catastrophe. Et surtout ne pas étudier le contexte, parce que dès qu'on étudie le contexte, qu'on parle de Waffen-SS, d'occupation, les passions ressortent. Nous, on ne veut pas de passion. On se focalise sur les faits. Uniquement sur les faits. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, il y a eu une catastrophe, il y a des morts. Que faire? Eh bien, je me suis dit, dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux morts. Nous allons être intéressés sur les cadavres. Nous allons voir comment se présentent les cadavres. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment se présentent les lieux. Et après, on verra bien. Mais pour l'instant, nous allons nous intéresser à ça. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réuni, on va me dire, bah, c'était facile de voir les lieux, comment ils étaient, parce que les ruines sont encore intactes aujourd'hui. C'est pas vrai, les ruines d'Oradour ont subi beaucoup de changements, notamment dans l'église. On dit aux visiteurs qui visitent Oradour aujourd'hui, vous avez l'église telle qu'elle était le soir du 10 juin. C'est entièrement faux, le sol a été refait, une voûte a été refaite, des chapes de béton ont été mises. On ne visite plus l'église comme elle était avant. La voûte qui a été refaite, c'est M. Hiverneau, le guide, c'est le guide lui-même qui me l'a dit. Alors qu'ils ne le disent pas aux touristes. Mais ça, on y reviendra. Je l'avais quand même mis en confiance, il me l'a dit, et après je l'ai dit à l'autre guide qui me l'a confirmé. Donc M. Hiverneau et M. Lavaux sont formels, voilà. La voûte du clocher a été refaite. Alors qu'aux touristes, on dit que, on ne leur dit rien et on a caché le fait qu'elle était refaite parce qu'elle est tellement bien refaite qu'il faut vraiment un œil très perspicace, très au courant des sujets d'architecture pour le voir. Et qu'elle était refaite de manière à ressembler exactement à la voûte comme elle était avant. Voilà, elle a été reconstituée comme on voudrait reconstituer, c'est comme si on avait voulu refaire une église à côté comme elle était avant. Avant d'être détruite. Hein. Alors, donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a étudié les photographies, parce qu'on a des photographies. On n'en a pas beaucoup. Alors, peut-être qu'il y en a plus, puisque mon ami Henri l'a dit tout à l'heure, il y a un dossier d'Oradour, parce qu'il y a eu un procès en 53, il y a un dossier Oradour, qui est dans les archives de la gendarmerie nationale dans la ville du Blanc, dans l'Inde, mais qui n'est pas consultable. Si, ce sera consultable en 2053. Oui. Bon, d'ici là, on sera très vieux, donc... On sera loin. Donc, pour l'instant, comme ce dossier n'est pas consultable, il y a peut-être des photos en plus dedans. Il y a peut-être des autopsies, mais
nous, on n'avait pas ça. Donc on avait au départ les photos. Alors on a étudié. On les a étudiées. Moi j'ai passé des heures à la loupe, à étudier tout, etc. afin de savoir. Et puis, en même temps, on a étudié donc les photos de cadavres. Alors ce qui nous a intéressé donc, au départ on s'est donc intéressé aux cadavres. Et la première question qu'on s'est posée c'est où a-t-on retrouvé les cadavres? Parce que ça c'est important. Parce que admettons qu'il y a un météore qui est rasé au Radour, le jour du 10 juin 1944, on aurait retrouvé les cadavres partout. Alors on s'est dit, où les a-t-on retrouvés? Et pour cela on a pris des rapports officiels. Et notamment un rapport d'un médecin de la santé qui a supervisé les opérations de sauvetage, il n'y avait plus grand chose à sauver, mais enfin, les opérations de déblaiement, etc., qui a noté l'endroit où on avait retrouvé les cadavres. Alors, on s'aperçoit que l'immense majorité des hommes, mais encore pas la totalité, on dit les hommes ont été assassinés dans les granges, non. On a retrouvé l'immense majorité des hommes, soit dans les granges, c'est-à-dire les tas de cadavres dans les granges, on y reviendra plus tard, soit pour le chez Denis, pour une grange spéciale, enterrés dans une fosse à côté de la grange. Mais on a aussi retrouvé des hommes ailleurs. On a retrouvé des hommes des cadavres d'hommes dans un hameau à côté, au hameau des Bordes. On a retrouvé un mort sur une palissade. On a retrouvé dans les champs, etc. On a retrouvé un peu partout, mais je dirais une immense majorité des hommes étaient dans les granges. Quant aux femmes, on en a retrouvé l'immense majorité, les femmes et les enfants, on en a retrouvé l'immense majorité dans l'église. Mais encore une fois, pas la totalité. On a retrouvé une vingtaine de corps sous un appentis du presbytère. On a retrouvé des corps de femmes mélangés aux hommes dans le chez Denis. On a retrouvé une femme dans une fosse à Purin. Enfin, on en a retrouvé un peu partout, mine de rien. Mais, encore une fois, l'immense majorité, c'était dans l'église. Donc on s'est dit à partir de là, deux drames. Un drame qui a concerné essentiellement les hommes, dans les granges, dans 6 granges. Alors, si vous vous reportez à la page 1, vous avez marqué les 6 granges. Ça, c'est un plan qui est dans la littérature officielle. Donc, les hommes dans 6 granges et les femmes dans l'église. Alors, quand on s'est dit ça, on s'est dit, ben voilà. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les photos pour voir comment se présentaient les cadavres des hommes. 4 hommes qu'on a retrouvés dans une grange. Alors, on ne dit pas quelle grange c'est, ça, on va pas essayer de chercher vraiment. Alors, quand on regarde ces hommes, on s'est dit, bon, ils se ressemblent tous d'abord, ils ont tous l'air d'être morts de la même façon, ou tout du moins, ils ont tous eu le même sort, et on remarquait que ces hommes étaient carbonisés. Et là, j'ai été voir des pompiers, je ne suis pas non plus spécialiste, je ne suis pas médecin légiste, j'ai été voir des pompiers, j'ai été voir des spécialistes en explosifs, etc. Je leur ai demandé, pour vous, ces hommes, qu'est-ce qui leur est arrivé? Et un pompier qui a regardé ça m'a dit, ce sont des hommes qui ont été carbonisés, c'est-à-dire qu'ils sont restés très longtemps dans les flammes. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous pouvez le dire? Il m'a dit, c'est très simple, ils n'ont plus d'habits, l'extrémité de leurs membres manque, notamment les mains et les pieds, leur figure a perdu tous ses traits, notamment le nez en général manque, ils ne sont plus identifiables. Donc ça, ce sont des hommes qui ont été carbonisés. Alors je lui dis, mais est-ce qu'on peut en déduire qu'ils sont morts carbonisés? Il dit non, pas forcément, ils sont peut-être morts avant, ils sont peut-être morts assassinés avant, étranglés, empoisonnés, fusillés, on ne sait pas, mais on peut dire qu'ils ont terminé carbonisés. Bien, alors on ne pouvait pas aller plus loin parce qu'on n'avait pas d'autres photos. Alors une fois que l'on a vu ça, qu'on a fait ces constatations matérielles, on a été voir les granges. Alors, les granges, on n'a pas beaucoup de photos non plus. On a surtout on peut les voir aujourd'hui dans les ruines. Alors naturellement, ça vaut ce que ça vaut parce que ça a un peu changé. Mais visiblement, bon, les granges sont détruites. Et quand on regarde les photos d'époque, on s'aperçoit qu'elles ont été en effet, que ce sont des ruines en flammes. Donc ça paraît confirmer l'histoire des hommes qui ont été carbonisés. À la page 5, vous avez au centre le plan de l'église. Alors, c'est un plan de l'église qu'on a issu des documents officiels, c'est pas nous qui l'avons fait. Et ce plan de l'église, alors, en bas à gauche, vous voyez des escaliers. Vous rentriez pas, on rentre par là, on rentre par la porte et on se retrouve donc là, la fameuse voûte dont on reparlera, et au-dessus duquel il y avait le clocher. Donc, vous rentrez par là, et après vous pouvez vous promener. Ici, vous avez, alors sur votre gauche, vous avez la chapelle de la Vierge. Sur votre droite, vous avez en bas la chapelle Saint-Joseph, où il y a la petite lettre B, là, enfin c'est la chapelle Saint-Joseph, et plus haut, c'est la chapelle Sainte-Anne. Excuse-moi, oui. Il faut préciser qu'à l'entrée de l'église,
les murs font 1,10 m d'épaisseur. Oui, et le clocher a 6 contreforts, 2 contreforts qui font 1,60 m de large et 4 contreforts qui font 1,40 m de large. C'est vrai. C'est une église fortifiée, hein, parce que ça date des guerres de religion, ce sont des églises très très solides. Alors, lorsqu'on rentre dans cette église, qu'est-ce qui choque? Alors je vous demande d'aller au document 14, ce sont les cloches. Et ça, si vous allez au Oradour, vous les verrez, elles sont encore là. Aujourd'hui, on dit souvent, la cloche de Oradour a fondu. Erreur. 2 erreurs en une phrase. Il n'y avait pas une cloche, mais il y avait 2 cloches. Et ça, on a retrouvé le document, puisqu'il y a un chanoine qui, dans les années 1890, a fait un livre sur les cloches du Limousin. Et il dit bien qu'on a installé 2 cloches, il donne les noms, leur date de baptême, etc. Donc il y avait 2 cloches dans l'église de Oradour, dont vous voyez et les fragments aujourd'hui. Alors on vous dit, mais les cloches ont fondu. Mais si vous regardez de près, non, les cloches ont partiellement fondu. Et la nuance, vous allez me dire, c'est une nuance, oui, mais la nuance, c'est de taille. Car si vous regardez, vous voyez aujourd'hui, et dans le livre les photos sont beaucoup plus claires, hein, vous remarquez que la base des cloches est en partie intacte. La base est des 2 cloches. Elle est intacte à tel point qu'on peut lire les inscriptions qu'il y a dessus. On lit, sur une, je crois qu'on lit un bout du nom ou un bout de la phrase qui est mise, et on voit tous les petits dessins qu'il y a dessus. Et sur les 2 cloches, on voit ça. C'est-à-dire que la base est à la moitié intacte. En revanche, le haut, ce qu'on appelle le cerveau, on n'a plus. Ça, c'est plus qu'un amas de bronze. Et un marteau des 2 cloches, ce qui sert à frapper, est pris dans une masse de bronze fondu. Alors moi, lorsque j'ai vu ça, oui, le marteau est en acier, hein, donc il n'a pas fondu, lui. En revanche, le bronze fond beaucoup plus bas. La température de je pourrais... c'est 900, oui, 900 degrés. Tout dépend. Le bronze fond à 900 degrés. Le problème, c'est que c'est des données théoriques. Et l'acier fond à 1500 degrés. Alors, donc la température était de toute façon inférieure à 1500 degrés, étant donné que le battant n'a pas fondu. Il est intact. Oui, c'est vrai qu'on vous raconte aujourd'hui qu'il y a eu des températures de 2000 degrés. Si on avait une température de 2000 degrés, ça ne serait pas passé comme ça. C'est impossible. Alors, lorsque j'ai vu ça, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'habitais Caen à l'époque, j'étais à côté de Villedieu-les-Poêles, où il y a la seule fabrique de cloches en France. Je suis allé voir les fondeurs de cloches de Villedieu-les-Poêles. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces cloches-là? Qu'est-ce que vous pensez que s'est passé? Et ils m'ont répondu, nous avons souvent été dans des églises frappées par la foudre où le clocher a brûlé. Les cloches, il n'en reste rien. En bas, vous avez 2 flaques de bronze complètement informes. Là, ils m'ont dit, les cloches, elles n'ont pas fondu en totalité. Elles ont été comme si elles avaient été éclatées. Et comme elles ont fondu en partie, c'est que le phénomène a été très bref. Parce qu'il est évident que s'il y avait eu un feu, la cloche aurait, qu'est-ce qui s'est passé, aurait commencé à chauffer, et les alliages étant bons conducteurs de température, on l'explique ça dans le livre, on l'expose en long, large, travers, la cloche aurait donc fondu en totalité et de façon uniforme. Là, ils m'ont dit, c'est un phénomène qui a été très bref, parce que des parties de la cloche ont complètement fondu, mais d'autres parties sont restées complètement intactes. C'est donc que la chaleur n'a pas eu le temps de diffuser à l'intérieur de l'alliage, c'est donc que le phénomène a été très bref. Et les cloches ont été soumises à un traitement physique, un traitement mécanique très fort parce qu'elles ont été éclatées. Ils m'ont dit, ça ne sont pas des cloches fondues, ce sont des cloches qui ont éclaté et qui en même temps ont été soumises partiellement à des très fortes températures. Bon, alors j'ai pris ça, je leur ai dit, vous pouvez me confirmer, ils me l'ont confirmé, bon, etc. Alors je me suis dit, tiens, quel est l'événement qui peut être rapide et qui peut dégager beaucoup de température? À nouveau, c'est une explosion. Je retombais sur l'hypothèse de l'explosion avec les cloches. Alors ensuite, on s'est intéressé à la voûte. La voûte, moi je dois l'avouer, en toute sincérité, je n'avais pas vu qu'elle était reconstruite. C'est un de mes amis architectes qui m'a dit, la voûte est reconstruite. Et il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, mais c'est très simple. L'oculus, là, le rond, là, vous voyez. Les pierres de l'oculus, elles sont en bas, les pierres de l'oculus originelles, elles sont en bas, puisqu'il y en a qui sont prises avec les cloches. On les voit là, d'ailleurs, sur la photo des cloches. Il m'a dit, ça c'est une voûte complètement construite, mais on a essayé de la faire vraiment en l'état. Et ce n'est pas indiqué. Et alors, pendant très longtemps, j'ai eu un doute qui m'a taraudé. J'ai dit, est-ce que mon ami se trompe ou est-ce qu'il ne se trompe pas? Parce que c'était capital. Un incendie d'église, j'ai demandé à un pompier, je lui ai dit qu'un incendie pourrait faire effondrer une voûte. Il m'a dit, non, pas un incendie d'église. À moins vraiment
de commencer à porter des centaines de tonnes et puis de mettre un feu pendant des jours et des jours, peut-être que vous allez réussir à délier le mortier. Il m'a dit, c'est très difficile, un incendie. Non, non. Alors je lui ai dit, donc si la voûte s'est effondrée, s'est effondrée, explosion en même temps. Alors, pendant des mois, j'ai dit, est-ce qu'on a une preuve que cette voûte s'est finalement effondrée? Je rappelle que les deux guides d'Oradour m'ont confirmé que la voûte s'est effondrée. On a mis au-dessus des toits des chapes de béton pour ne pas que l'eau s'infiltre dans l'église. Le sol a été, les pentes ont été modifiées afin que s'il y avait des fuites d'eau quand même, elles s'évacuent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été refait dans l'église? Il est possible que le maître-autel... Comment? On a mis l'église hors d'eau. C'est ça, en quelque sorte. C'est ça. Et la voûte aussi fait partie de ce projet. Oh non, au-dessus de la voûte, ils ont mis une chape de béton. Ah aussi. Bah, c'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de reconstruire la voûte. Il y a une autre intention. Voilà. Au-dessus de la voûte, vous avez la grosse chape de béton, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller au-dessus de la voûte. De toute façon, c'est interdit. Nous, on y a été en fraude. On s'est pressé, parce qu'on était déjà mal vus. Mais visiblement, ils ont refait la voûte alors qu'ils n'étaient pas obligés de la refaire. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, ils le cachent qu'ils ont fait cette voûte. Si vous demandez aux habitants, a priori, ils disent non, on n'a jamais touché à la voûte. Et il a fallu que mon ami soit en confiance avec le guide et que moi, je retrouve ce tract pour qu'on voit bien que la voûte a été refaite. Mais si vous demandez au guide en tant que lambda, je suis persuadé, je vous fiche mon billet qui vous dira qu'elle n'a pas été refaite. C'est une chape de plomb. Oui, c'est une chape de béton, c'est ça. Alors, donc cette voûte, on a rebuté sur le truc de l'explosion. Et puis il y a eu d'autres choses qui nous ont surprises. C'est dans la chapelle Saint-Joseph. Vous avez un hôtel en bois, c'est le document 15. Un hôtel en bois dont on voit encore certaines dorures d'ailleurs, si on l'inspecte bien. Voilà donc une église où on aurait fait brûler plusieurs centaines de corps de femmes et d'enfants pendant des heures, et cet hôtel en bois aurait résisté. Ça nous a paru extrêmement étrange. Et idem pour le confessionnal que vous avez dans la chapelle de la Vierge. Sur le plan, il est noté F. C'est une pièce en bois, en espèce de contreplaqué de 6 mm d'épaisseur. Le confessionnal est intact. Intact, il n'y a pas une trace de noir, il n'y a pas une trace d'ailleurs de balle, d'impact, rien. Il est intact. Et lorsqu'on demande aux gens est-ce qu'il était là, tout le monde vous dit, et a priori je n'ai pas raison de ne pas les croire puisqu'on a des photos de 45, c'était le confessionnal d'époque. Donc ces deux pièces en bois qu'on a retrouvées semblent confirmer qu'il n'y a pas eu un incendie qui aurait duré des heures, parce que sinon, rien qu'avec le phénomène de conduction thermique et de rayonnement thermique, ça aurait brûlé. Je vous signale que par exemple, j'ai retrouvé dans des choses d'assurance pour les pompiers que lorsqu'il y a eu un grand incendie dans la Canebière, sur la Canebière à Marseille, des immeubles espacés de 10 mètres, il y avait un immeuble qui était en feu, un autre immeuble qui était 10 mètres en face, et rien que par le rayonnement thermique, le feu s'est propagé d'immeuble en immeuble. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit souvent? Qu'est-ce qui est difficile quand il y a un feu? Qu'est-ce qui rend les sauvetages très très difficiles? C'est la chaleur. D'ailleurs, on voit bien quand on s'approche d'une cheminée. Vous approchez d'une cheminée, vous ne touchez pas le feu, vous êtes à 1 mètre, vous n'y restez pas des heures. Le rayonnement thermique est un phénomène très très puissant. Or là, voilà un feu qui aurait brûlé plusieurs centaines de femmes et d'enfants et qui n'aurait pas touché ces deux pièces en bois. Et sur l'autel de la Vierge, c'est le document 18, on a même retrouvé des fleurs en tissu. Le soir même, l'hôtel de la Vierge, il est en face du confessionnal. Donc vous avez sur votre plan à gauche, vous avez en face du F, vous avez l'hôtel de la Vierge. Il y a des fleurs qui sont encore intactes. Et quand on lit le témoignage de Poitvin, qui a écrit dans l'enfer d'Oradour, Poitvin dit que les draperies étaient encore intactes. Et aujourd'hui, vous voyez dans le mémorial ces fleurs, les draperies ont disparu. Il y a eu beaucoup de vols après la guerre, on nous l'a confirmé, sûrement des gens qui ont pris ça. Et on a même retrouvé d'ailleurs dans l'église, après d'autres témoignages, d'autres rapports de ce secouriste, des lettres, une lettre, du papier donc, qui était sur un cadavre. Alors de là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qui a dû se passer dans l'église? Ça confirmait la thèse de l'explosion. Pourquoi? Parce que on s'est dit qu'il y a dû y avoir une explosion au niveau du clocher. De façon évidente, cette église n'a pas été détruite par un incendie. Elle a été détruite par une explosion, dont l'épicentre doit se situer dans le clocher. Ce qui explique que la toiture du clocher est entièrement disparue et que les cloches aient été brisées comme on l'a vu. Par la suite, la flamme due au gaz enflammé et la surpression ont fait que la voûte du clocher s'est effondrée et que les cloches ont pu tomber. La flamme des gaz enflammés a traversé la nef, brûlant tout sur son passage. Cependant,
Le phénomène n'a duré que quelques dixièmes de seconde, ce qui fait que les corps n'ont pas été entièrement consumés, mais ne sont consumés qu'en surface et que très très partiellement. Ensuite, ce qui a dû se passer, c'est que la flamme de chalumeau a dû se propager du clocher tout au long de la travée, là, comme ça. Alors ça a carbonisé en surface les femmes et les enfants, qui ont été déchiquetés par quoi? Par les pierres de la voûte, qui ont été éjectées à des vitesses énormes. Et toutes ces chapelles-là ont été conservées. C'est ce qui explique pourquoi l'hôtel Saint-Joseph est conservé, le confessionnal est conservé, et l'hôtel de la Vierge, qu'on peut encore voir d'ailleurs, mais qui est en plâtre, avec ses draperies, ont été conservés. C'est notre hypothèse, que jusqu'à présent, personne, même Oradour, n'a réfuté. Ils ont critiqué notre livre, mais ils n'ont jamais parlé vraiment de ça. Ils n'ont jamais tenté de réfuter. Et d'ailleurs, dans le livre, on démontre qu'un auteur officiel confirme que la thèse de l'incendie est impossible. Et d'ailleurs, il y a une autre chose qui nous a fait dire qu'il n'y avait sûrement pas eu d'incendie, c'est que lorsque les pompiers m'ont donné des cours sur les incendies, ils m'ont expliqué la chose suivante. Si par exemple on fait un feu ici, que ça dure des heures, eh bien le sol au niveau du feu sera abîmé. Pourquoi? Parce que quand il y a un feu, là, à cet endroit par exemple, 10% de la température est communiquée au sol, c'est la conduction thermique. Et donc ça abîme le sol en surface. Et bien lorsqu'on rentre dans l'église, lorsqu'on examine les photos d'époque, les dalles sont tout à fait intactes. Et c'est ce qui nous a à nouveau fait dire qu'il n'y avait sûrement pas eu d'incendie au sol comme on veut bien le croire, comme on veut bien le laisser à croire. Voilà. Alors maintenant je vous rapporte à la page 6 où il y a notre diagramme qui essaie d'expliquer ce qui a pu se passer. L'explosion. L'explosion, c'est-à-dire qu'il y a une gigantesque flamme de chalumeau. Le souffle, naturellement, il est parti par les endroits de moindre résistance. Le toit a été éjecté, donc plus de poutres. La croix fêtière a été éjectée et la flamme s'est mise dans l'église, mais a préservé toutes les chapelles latérales. Et il y a sûrement eu aussi une explosion sous l'autre toit qui a soufflé les autres poutres. L'entrée de l'explosion. Comment? L'entrée de l'explosion. L'entrée, c'est-à-dire? D'où vient l'épicentre? Il vient du haut, notre gros point noir. Donc ça vient d'en haut. Oui, ça vient d'en haut. Ça fait ça sort. Oui, comme c'est venu d'en haut, il y a une partie qui est sortie par en haut et une partie qui a fait effondrer la voûte avec tous les éclats qui ont déchiqueté les gens. Et la flamme, c'est un char, par exemple, qui aurait pu tirer. Les Waffen-SS qui étaient là étaient des Panzergrenadiers qui n'avaient pas de char. Et d'ailleurs, officiellement, il n'y a jamais eu de char. Il y a eu quelques half-track, comme on dit là, mais il n'y a pas eu de char au Oradour. Donc, la thèse du char n'a jamais été même invoquée par les gens d'Oradour. Cette croix que vous voyez là était la croix qui était située au haut du clocher. On dit que l'église a brûlé au point que les cloches qui se trouvaient donc dans le clocher ont elles aussi brûlé. Lorsque le clocher s'est effondré, à supposer que l'hypothèse du feu soit exacte, lorsque le clocher s'est effondré, la croix fêtière aurait dû tomber au milieu des flammes. Et cette sphère en métal très fine aurait dû elle aussi fondre. Or, vous le remarquez vous-même, cette sphère est certes bosselée, détruite, mais elle n'est pas fondue. Ceci prouve que la croix fêtière n'est pas tombée à l'intérieur de l'église, donc elle a été éjectée et qu'elle est tombée à l'extérieur de l'église. Comment expliquer ce phénomène? Je m'appelle Hans Fernavot, je suis né en novembre 1921 à Verden sur l'Aller en Allemagne du Nord. Quand vous êtes-vous engagé dans la Waffen-SS? Je me suis présenté volontairement pour le service militaire le 3 septembre 1939 à Brême. Et c'était là où j'ai appris que ce n'était que la Waffen-SS qui admettait des volontaires. Alors d'abord, j'aurais voulu savoir, lorsque les événements d'Oradour se sont passés, où étiez-vous? Jusqu'à septembre en Russie. À la division Das Reich. Alors, mais par la suite, est-ce que monsieur a, en tant que membre de la Waffen-SS, a eu connaissance du massacre d'Oradour et dans quelles conditions il en a eu connaissance? Je me suis renseigné auprès des hommes de la 3e
qui avaient pris part à l'opération, ce qui m'a semblé le plus important des événements, tous s'accordaient pour me dire que des munitions et explosifs avaient dû être stockés à l'église parce que ça a été de là qu'est venue la terrible explosion qui a tout déclenché. Est-ce qu'il y a au moins un soldat qui lui aurait parlé d'un massacre prémédité à Oradour? Les soldats avaient rassemblé les hommes d'Oradour et les avaient parqués dans des granges et des garages puisqu'ils craignaient une attaque du maquis. Et tous étaient d'accord pour penser qu'au premier coup, il fallait tuer ces hommes d'Oradour. Mais il n'y a cependant pas eu de coup, mais une forte détonation qui a soudainement éclaté et qui a déclenché la tuerie. Alors justement, le problème de ça, c'est qu'on s'est dit, bon, nous c'est notre thèse, qui est bâtie à partir des éléments, mais qui reste une théorie. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a des témoignages? Maintenant on va avoir des témoignages. Est-ce que les témoignages confirment ce qu'on dit? Et de façon très très surprenante, les témoignages, beaucoup de témoignages ont confirmé la thèse, enfin ont confirmé qu'il y a eu une forte explosion. Lorsque je menais mon enquête, j'ai interrogé certains survivants du drame d'Oradour. L'un d'eux, M. Renaud, m'a proposé très gentiment d'aller avec lui dans l'endroit où il s'était caché le 10 juin 1944 durant l'après-midi. C'est ici, dans le jardin du garage des Ourteaux. Et il m'a dit, j'étais caché là, et soudainement, l'église a explosé. Et moi-même, qui étais là, j'ai reçu l'onde de choc. Et je lui ai dit, mais l'église a explosé? Et il a été formel. Il m'a dit que donc, même ici, à peu près une centaine de mètres d'église, il avait reçu une onde de choc assez forte. Alors à ce moment, je lui ai dit, mais monsieur, ce que vous me dites là, c'est pas la thèse officielle. Et il a eu cette réponse savoureuse, il m'a fait, oh, la thèse officielle. Il n'a pas voulu aller plus loin naturellement, parce que là-bas c'est la trouille, tout le monde pète de trouille, mais c'était la première personne qui me confirmait qu'il y avait eu explosion. Pardon, cette trouille est justifiée. Cette trouille est justifiée. Je ne juge pas les gens d'Oradour, je constate. Hein, moi, j'en mènerai pas large. Hein, si j'étais à leur place. Alors, on s'est dit, ça c'était un témoignage qu'il m'avait dit entre quatre yeux, que je n'ai pas mis dans le livre, parce que je lui ai promis. Et on a recherché, et des documents en disant, est-ce que des témoignages viennent confirmer ça? Et notamment, on s'est procuré, par la bande, les sténotypies du procès, puisque en 1953, les SS d'Oradour sont passés en procès, un procès qui a duré un mois, du 12 janvier au 12 février, enfin, 13 janvier, 13 février. À Bordeaux. À Bordeaux. Il n'y a pas eu de sténotypie officielle, c'est-à-dire qu'officiellement, il ne reste rien. Mais j'ai retrouvé un avocat qui avait engagé à l'époque la championne de France de sténo pour qu'elle prenne des sténotypies. Et dans ses archives, il y a ces sténotypies. Et il me les a ouvertes, gentiment. Moi j'étais franco, je lui ai dit que je ne croyais plus tellement à la thèse, mais que je voulais étudier. Et on a retrouvé des choses. On a trouvé des choses très intéressantes. Par exemple, lors d'une audience, vient quelqu'un qui s'appelle Jean-Hubert Desourteaux, qui le 10 juin s'était caché justement dans un jardin. Et il vient témoigner. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu une rumeur dans l'église, à 150 mètres de moi. Je ne pouvais discerner ce qui se passait. Ça mitraillait sans arrêt. Il y avait même des mortiers qui tiraient. Alors le président lui dit, vous venez de parler de mortier. Vous avez entendu un mortier. Vous avez été militaire, vous savez ce qu'est un mortier en batterie. Cela vous a paru être un bruit de mortier? Et le témoin répond, absolument. Un bruit de mortier ou de canon, c'était distinct. Donc cet homme parle d'une explosion. Et plus tard, une femme arrive, Madame Renaud. Madame Renaud est encore plus nette. Elle dit au président, j'ai entendu des fusillades, j'ai entendu des cris, j'ai entendu des détonations. Il y a eu une grande détonation dans l'église. Une fumée épaisse sortait des vitraux. On entendait des cris, des plaintes que vous ne pouvez imaginer. Après, c'est son mari qui arrive. Il vient déposer à son tour. Ce sont des témoins à charge, tout ça. À charge pour les SS. Son mari. La seule plainte que j'ai entendue, c'est quand l'église a sauté. J'étais à 40 mètres de la place de l'église à ce moment-là. Le président. Qu'avez-vous entendu? Une explosion, dites-vous? Monsieur Renaud, une grosse explosion. Une fumée se dégageant de l'église. Un cri d'ensemble à ce moment de toutes les femmes qui étaient dedans. Le commissaire du gouvernement. Est-ce que vous avez entendu au moment où il y avait le feu à l'église, ou avant qu'on mette le feu à l'église, une explosion ressemblant à un coup de mortier? Et le témoin. Oui, certainement, mais il y a eu tellement d'explosions. Et le commissaire du gouvernement dit,
le témoin précédent, il parle du Hubert des Hurtaux, a lui aussi parlé de beaucoup d'explosions. C'est-à-dire qu'au procès, on a les témoins à charge. On dit qu'il y a eu une gigantesque explosion, même plusieurs explosions dans l'église. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes ces sténotypies du procès aujourd'hui, on ne peut pas entendre parler. Moi, on m'a reproché de les avoir sortis. C'est pas vraiment mieux que c'était une explosion, je dirais. Ah bah attendez, pour l'instant non, mais ça confirme notre thèse d'explosion. Hein. Ah oui, d'accord. Et alors, et ce qui est intéressant, c'est que dans un livre, paru en 1945, ils ont cité un témoignage du Madame Lang, qui dit « Un bruit épouvantable éclate dans la direction de l'église qui était à quelques dizaines de mètres de nous. Détonation sur détonation se succèdent, suivie d'une immense clameur et de cris effrayants. » Et ce témoignage de Madame Lang, dans les éditions postérieures, a disparu, enlevé. On ne connaît plus Madame Lang. Et aujourd'hui, quand on parle de Madame Lang, on ne connaît pas. Ces témoignages, pour moi, sont d'autant plus importants qu'ils semblent confirmer que les femmes et les enfants ont hurlé lorsque l'explosion a eu lieu. On dit qu'à Oradour, les Allemands, les Waffen-SS, auraient confectionné une caisse avec des gaz dedans, des grenades qui auraient explosé dans l'église et asphyxié les femmes et les enfants. Est-ce que l'utilisation d'une telle arme, vous avez déjà vu ça, déjà entendu que la Waffen-SS fabriquait ces armes? La troisième était une compagnie d'infanterie uniquement équipée de mitrailleuses, de mitraillettes, ils n'avaient ni de grenades, seulement de grenades à manche. Elles ne disposaient pas de matériel du génie, comme des grenades fumigènes ou de lance-flammes. Tout cela n'existait pas à la troisième. Ce n'est pas possible pour la bonne et simple raison que le lance-flamme est une arme terrible et qu'on n'aurait pas retrouvé les corps déchiquetés. On aurait trouvé les corps carbonisés, mais pas déchiquetés. Là, visiblement, les corps sont déchiquetés. Et ça, le lance-flamme ne déchiquete pas les corps. Je parle pas pour les corps déchiquetés, que pour l'incendie. Donc il n'y a pas eu incendie, mais les corps sont brûlés. Donc ça peut être ou explosion ou lance-flamme. Non, parce que s'il y avait eu que lance-flamme, il n'y aurait pas eu de corps déchiquetés. Supposez que les SS soient arrivés avec des lance-flammes, comme dans le vieux fusil, on en parle dans le livre, et qu'ils aient brûlé les femmes et les enfants à coups de lance-flammes, occasionnant un énorme incendie. Ça n'expliquerait pas pourquoi les corps, sont déchiquetés, et pourquoi, notamment, la voûte est effondrée. Le problème, c'est qu'ils ont mis les hommes en confiance. Sur la place, l'officier leur a dit qu'il y avait un dépôt d'armes dans ce bourg, qu'ils allaient donc effectuer des perquisitions, et que pendant les recherches, eux, hommes, ils allaient être placés dans plusieurs granges ou garages. Tous les hommes savaient qu'il n'y avait pas de dépôt d'armes. Donc ils pensaient que dès la fin des perquisitions, on les relâcherait. Non, les hommes qui étaient à Oradour ont dit à M. Wolterstorff que, au moins dans chaque deuxième maison, il y avait des armes ou de la munition. Une maison sur deux. Une maison sur deux. Und als die Häuser brannten, man hat ja nicht alles gefunden, da hörte man immer noch lange Zeit Munition krachen. Après que les maisons étaient mises à feu, on avait entendu sauter les dépôts de munitions. Donc ils se disent, si les SS ont tiré sur les hommes sur Oradour, ce n'est pas quand ils ont cru qu'une attaque était déclenchée, mais c'est quand un gradé SS a donné l'ordre. L'atmosphère. Là, les hommes n'étaient pas sûrs. Ils étaient sûrs seulement, ils attendaient une attaque des partisans. Et il fallait tuer les hommes dès que les premiers signes apparaissaient. Ce qui a déclenché tout, c'était l'explosion à l'église. Mais ces bataillons, ils ont reçu aussi un ordre terrible. Il leur a donné ordre en Limousin de détruire un village pour terroriser, faire un exemple. Si vous voulez, par cette opération, faire comprendre que si on les attaquait pendant la remontée, ils recommenceraient, ils le referaient. Et le commandant qui a été désigné pour détruire un village, choisir et détruire un village, le matin du massacre, a tenu une réunion à Saint-Julien, je ne sais pas se situer, c'est à 12 km d'ici. Il a cherché un pays éloigné des grandes routes et des centres de résistance. Et il a choisi Oradour-sur-Glane, comme il aurait peut-être pu choisir ailleurs. Alors j'ai bien dit, il a choisi Oradour-sur-Glane. On avait prétendu au départ qu'ils s'étaient trompés, ils ne se sont pas trompés de village. Ils avaient les plans du bourg quand ils sont arrivés, les plans fournis même par la milice française. Puisque quand le commandant a eu fait son choix, il a contacté la milice française. Et après, le matin, il a préparé le massacre. Et l'après-midi, donc, ce commandant, 150-200 soldats, sont arrivés ici sur ordre pour tuer tout le monde. Et en l'espace de 3 heures, on a massacré tout le monde, puisque le massacre en lui-même a duré à peu près 3 heures.
Ils sont arrivés vers 14h, mais le temps de rassembler la population, ça leur a demandé beaucoup de temps, les hommes, les femmes, les enfants, sur la place. Il était environ 16h quand ils ont séparé les femmes et les enfants et les emmenés ici. Les hommes par petits groupes dans plusieurs granges ou garages, vous avez vu les plaques de supplice. Et après, le commandant a tiré un coup de feu pour donner le signal. Et là, au signal, ils sont mis à massacrer, à piller, à incendier. À 19h, l'opération était terminée. Est-ce qu'on peut concevoir que, en représailles, il y a des actions qui ont été faites contre la Waffen-SS, des Waffen-SS auraient volontairement assassiné des femmes et des enfants, enfin toute la population d'un village, y compris femmes et enfants. Est-ce que ça s'est vu? Est-ce que M. Wolterstorff a vu ça pendant la guerre, ou est-ce qu'il n'a jamais vu ça? S'il y avait eu de tels cas, ces hommes auraient été punis de la peine capitale. Le livre militaire de la Wehrmacht, d'où également celui de la Waffen-SS, contenait les 10 commandements, dont le commandement « Vous ne toucherez pas à un civil ». Je connais cependant un cas, un sergent-chef qui était sous, avait essayé de violer une femme. Il a été arrêté quelques jours après, condamné à mort. C'était la réaction de la Wehrmacht sur les activités de la résistance. Le fameux ordre Sperle avait prévu pour les maisons où l'on trouvait des armes ou de la munition de les brûler et de tuer même s'il y avait, si toutes les maisons pratiquement étaient remplies d'armes ou de munitions, toute la population mâle était à fusiller. Les Granlouais qui vivent encore, il y en a une grande partie qui vivent encore, disent dans la ferme à côté de l'endroit où on était détenus, on les voyait entrer, sortir avec des bouteilles, avec de la charcuterie, ils chantaient, ils jouaient de l'accordéon, on était loin de penser qu'il n'y avait plus tout le monde dans le bourg. On veut dire vraiment qu'ils se posaient aucune question. Des machines à tuer comme tous les fanatiques. On a dit qu'à Oradour, par exemple, les SS ont pillé. Ils ont volé de l'or, ils ont volé des jambons, ils ont volé des draps, de l'argenterie, des bijoux. Et on dit que c'était commun chez les SS de piller leurs victimes. Est-ce que ça paraît à M. Wolterstorff crédible? Toutes ces accusations ne sont que des absurdités. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Pas un seul. Je vais vous raconter un autre exemple. C'était près d'Aix-en-Provence, vers la fin de septembre 1943. Après une longue marche, ma compagnie est arrivée à un petit chalet au sud d'Aix-en-Provence, tard dans la nuit. Tous étaient morts de fatigue. J'ordonnais à mes hommes, montez vos tentes, il y a de la paille là-bas et couchez-vous là-dessus. 1 heure environ après est apparue la police militaire, la Feldgendarmerie, me disant « Vous n'avez pas le droit de prendre cette paille, il vous faut tout remettre à l'endroit d'où vous l'avez prise. » Ça massacrait toute la population d'Oradour pour intimider la résistance et pour ne plus qu'elle commette d'actions contre les soldats allemands. Est-ce que ça paraît crédible ou pas? C'est impossible. J'ai connu Otto Weidinger, le commandant de notre régiment. Il m'avait fait savoir que Dickmann, à cause d'Oradour, a dû être traduit en conseil de guerre parce qu'il avait agi contrairement aux instructions qu'il avait reçues. On lui avait seulement donné l'ordre de s'emparer d'un certain nombre de chefs du maquis afin de pouvoir les échanger contre Kempf. Il s'était cependant embarqué dans une fusillade qui n'était pas envisagée. Un des exemples qui démontre qu'à Oradour on nous cache des vérités, c'est l'exemple de ce puits. Nous sommes ici à la ferme de Lose. C'est le puits ici que l'on appelle dans les livres, dans la littérature, le puits Picard. Là, nous dit-on, les Waffen-SS ont précipité des habitants. D'après la thèse officielle, ils ont été précipités vivants parce que, nous dit-on, on n'a retrouvé aucune trace de douille à côté. Lorsque les sauveteurs sont venus, à partir du 13 juin 1944, ils ont découvert qu'il y avait des corps à l'intérieur de ce puits. Or, lorsqu'on lit leurs témoignages ou leurs rapports,
on s'aperçoit qu'ils nous disent la chose suivante. Les corps étaient dans un état de décomposition tel qu'on n'a pas pu les remonter. On a donc été obligé de jeter de la chaux dans le puits et de le combler. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, des squelettes, des corps, des restes de corps reposeraient au fond de ce puits. Or, il faut savoir que les sauveteurs sont venus 3 jours après le drame. L'eau d'un puits, en général, est à 12 degrés. Si je plonge un cadavre pendant 3 jours dans de l'eau à 12 degrés, il n'a pas le temps de pourrir. Par conséquent, les restes des cadavres qui étaient dans le puits Picard étaient bien antérieurs au 10 juin 1944. Qui étaient ces morts? Qui étaient ces gens qui avaient été précipités au fond du puits? Aujourd'hui encore, nous l'ignorons. Peut-être qu'il y a quelque part un rapport qui le dirait. Quoi qu'il en soit, j'estime qu'en 1998, il serait bon d'entreprendre des fouilles dans ce puits, d'enlever ce qui a servi à le combler, afin d'aller voir ce qu'il y a au fond. On fait bien des fouilles sur des lieux afin de retrouver des restes humains qui ont plusieurs milliers d'années. Je pense qu'il serait possible de refaire des fouilles dans ce puits afin de retrouver ces restes humains qui ont un peu plus de 50 ans. Là, on peut vraiment dire qu'à Oradour, la vérité se trouve au fond du puits. Mais naturellement, des gens semblent avoir intérêt à ce que personne n'aille voir au fond de ce puits. Dans cette affaire, c'est que s'il y a eu explosion et pas incendie, c'est qu'il y avait des matériaux explosifs sous le toit. Puisque l'explosion a eu lieu au niveau du haut du clocher et du toit. Qui est-ce qui a mis ces explosifs sous le toit? Est-ce que c'était les Waffen-SS qui sont arrivés, les mains bourrées d'explosifs, qui les ont mis là-haut et qui ont fait sauter tout le monde? Ou est-ce que ces matériaux étaient là avant? Alors cette question, en fait, il y avait un corollaire. C'était s'il y avait eu supposons que ce ne soit pas les Allemands, c'est que forcément il y avait de la résistance à Oradour. Alors, la question d'abord, les Allemands ont-ils apporté des explosifs sous le toit et les ont-ils fait exploser pour tuer tout le monde? Si ça avait été le cas, pourquoi ne pas l'avoir dit dès 1945? Pourquoi avoir plutôt substitué une thèse rocambolesque d'un incendie, d'un mitraillage, d'une caisse qu'on apporte qui explose puis qui n'explose plus? Parce que je ne peux pas en parler, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, tout ça on l'expose dans le livre, mais je disais que si vraiment les Allemands étaient arrivés avec tout ce qu'il fallait pour détruire l'église, pour assassiner les femmes et les enfants, dès 1944, on aurait dit voilà comment ça s'est passé. Les Allemands, ils ont mis des choses sous le toit, ils ont tout fait péter, puis tout le monde est mort. Or non, on y a substitué une autre thèse, la thèse de l'incendie généralisé, qui, à notre avis, n'est pas la bonne. Donc on s'est dit, si ça se trouve, peut-être que ces explosifs qui étaient là, ils avaient été apportés par d'autres personnes. Et on a pas mal de documents que l'on cite, comme quoi la résistance pendant la guerre se servait souvent à des clochers pour entasser les armes, les explosifs, etc. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y aurait pas eu une résistance à Oradour qui aurait fait ça? Alors, on a recherché. La thèse officielle, c'est Oradour est un village sans résistance. Il n'y a jamais eu un soupçon de résistance à Oradour. C'est la thèse qu'on nous martèle depuis 50 ans. Et alors, moi, lorsque j'y suis allé, j'ai parlé avec des survivants, et il y a seulement un jour qui me dit « Ah mais moi j'étais dans le maquis, mais j'étais dans le maquis pas actif, mais j'étais dans le maquis. » Ah, je lui dis « Oh, donc vous étiez maquis? Ah, oui. » Et puis, bon, je n'ai pas relevé sur le moment, c'était M. Beaubreuil, je peux dire son nom, puisqu'il est toujours là, d'ailleurs il n'a pas été le dernier à m'insulter. M. Beaubreuil me dit « Moi j'étais dans le maquis, puisque même dans ma maison il y avait une cache aménagée. » Ah bon? Il y avait une cache pour être... Bah oui, si jamais la Gestapo venait, on se planquait dans la cache, etc. Donc c'était quand même déjà un maquis qui était assez organisé pour faire des caches. Il me disait que c'était une cache sous une cuisinière. Bon, et puis, mon enquête a continué, et puis, je suis tombé sur plein d'aveux que m'ont fait les survivants eux-mêmes. J'ai appris, par exemple, que... Alors bon, je vais pas tout vous citer, mais j'ai appris par exemple que le boulanger d'Oradour, qui était monsieur Bonjoul, non, l'autre. Ah, j'ai oublié. Peu importe. Le deuxième boulanger d'Oradour ravitaillait le maquis en pain. J'ai appris que Dupic, c'était un marchand de tissus qui n'est pas mort avec les hommes, qu'on a retrouvé enterré dans son jardin après avoir été fusillé, était un responsable de l'AS, de l'armée secrète. On a appris que par exemple que Bory faisait partie des FTPF, qui était donc Bory est l'un des 5 survivants de la Grange Lodi. Et comme ça, on a appris qu'il y avait de ci de là plein de gens d'Oradour
qui étaient dans la résistance. Alors, pardon, dans le livre de Poitevin, on cite Mirablon, dont le cadavre a été identifié, qui était photographe dans les mouvements unis de résistance. Voilà. Il y a plein de gens. Monsieur Renaud, il me dit, moi j'étais chauffeur d'un résistant juif à Lyon, je le mets dans le livre, et lorsque ce résistant juif a été capturé, je suis revenu à Oradour, mais je suis resté dans la résistance. Monsieur D, je me suis engagé à ne pas donner son nom, je le donnerai toujours pas, me dit, moi j'étais un membre supplétif du maquis. J'étais à Oradour, j'attendais les ordres, mais j'étais dans le maquis. C'est qu'à Oradour, chose qu'on ne dit jamais, il y avait ce qu'on appelle le 643e GTE. Les GTE, c'était les groupements de travailleurs étrangers. C'était fait de tous les Espagnols, Italiens, Polonais, même des fois Russes, qui s'étant réfugiés en France avant la guerre, étaient pris par le gouvernement de Vichy, où on disait, bon bah écoutez, vous êtes là, vous n'avez rien à faire, et bien comme beaucoup d'hommes sont prisonniers, vous allez remplacer ces hommes, et vous allez être groupés dans des groupements de travailleurs. Et il y en avait un à Oradour. On le cache toujours. Ça, si vous demandez à Oradour, il y avait des Espagnols, on vous dit oui, en 40, mais ils sont partis très vite. C'est pas vrai. Nous avons retrouvé les fiches de présence de ces travailleurs étrangers jusqu'en 44. Donc de 40 à 44, il y avait à Oradour des Espagnols, des Italiens. Et en général, ce n'étaient pas des Espagnols ou des Italiens qui étaient favorables au fascisme ou à l'occupant. Et on a consulté avec mon ami Henri tout le rapport de présence, parce que tous les mois, il devait aller pointer en disant je suis bien là, je suis toujours là, je travaille toujours. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Il faut préciser que c'est aux archives départementales de Haute-Vienne, qui sont accessibles à tous, mais qu'on n'avait jamais cité auparavant. Oh, attention, et souviens-toi que quand nous sommes arrivés, c'était un lundi matin, on a dit qu'on voudrait consulter des documents sur Oradour, et la première chose que l'on nous a dite, c'est « Ah, messieurs, concernant Oradour-sur-Glane, il y a des documents qui ne sont pas communicables. » Alors Jean-Roger, vous avez donc participé à la rédaction du livre sur l'histoire d'Oradour. Je voudrais savoir pour vous quelles ont été les causes de cette tragédie. Je pense que la cause première de cette tragédie d'Oradour fut le lynchage du commandant Helmut Kempfeu, de sa capture par les maquis de Jean Canou, c'est-à-dire exactement le 9 juin 1944, jusqu'à son lieu d'exécution prévu, et qui était certainement Oradour. Je tiens compte là du témoignage d'une femme qui s'appelait Fanny Mercier et qui déclara au matin de ce fameux 10 juin, qui déclara « Nous allons bien rigoler ce soir ». Or, tout indique, et c'est en tout cas mon intime conviction, tout indique que c'était le commandant Kempfeu qui était prévu pour être soit pendu, soit fusillé par le maquis des hommes de Guingouin le soir même du 10 juin 1944, puis le cadavre brûlé. Et il est évident que son meilleur ami, le commandant Dickmann, du même régiment, a appris la chose en venant à Oradour à partir de 14h ce fameux samedi, et découvrant les intentions des habitants, a effectivement eu l'intention de découvrir le lieu de captivité de son meilleur ami. Et ensuite les événements se sont enchaînés d'une manière certainement assez abrupte, probablement due à l'explosion du clocher qui fit partir comme par enchantement, si l'on peut dire, les mitrailleuses dans les granges. Et alors selon vous, donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'Oradour, les ruines ont été conservées. Qu'est-ce que ça éveille en vous, le fait que ce village, 50 ans après, soit conservé avec des plaques ici marquées, ici lieu de supplice, un groupe d'hommes a été fusillé par les nazis. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Je crois qu'il faudrait mettre un terme tout de même à cela, parce que je suis un enfant de la guerre, et en 1945-47, j'étais en Allemagne occupée, et je dois dire que toutes les villes allemandes, grandes et moyennes, n'étaient que des Oradours. Elles étaient toutes en ruine, comme l'est Oradour aujourd'hui, mais je constate qu'une ville comme Dresde, où il y a eu au moins 250 000 morts, je constate que cette ville est reconstruite, et d'une manière véritablement surréaliste, pour ne pas dire dadaïste.
par conséquent, les 100 000 oradours subis par le peuple allemand sont effacés de la mémoire européenne et même mondiale, tandis que Oradour demeure, je pense pour des raisons de propagande, demeure constamment un lieu de culte, un mythe, mais je crois qu'il faudrait tout de même que cela cesse, pour que la Seconde Guerre mondiale cesse enfin. Oui, mais ne peut-on pas dire que si les villes allemandes ont été détruites, c'était des faits de guerre, alors qu'Oradour n'est pas un fait de guerre, c'est un fait de barbarie pure Non, c'est-à-dire que ce sont toujours des faits de représailles. Vous savez que lorsqu'il y a guérilla dans n'importe quelle ville, et d'ailleurs le code militaire américain le dit très bien, les gens qui ne respectent pas les lois de la guerre doivent être châtiés en dehors des lois de la guerre, c'est-à-dire des conventions de La Haye et de Genève. Par conséquent, Oradour n'était en réalité qu'une opération de représailles, mais qui ne l'était pas dès l'arrivée des Waffen-SS à 14h. Ce ne le fut qu'ensuite, lorsque les soldats du commandant Dickmann découvrirent un certain nombre de cadavres allemands dans les maisons d'Oradour. Mais je répète ma question à propos des villes allemandes, là elles ont été détruites, ça n'a rien à voir avec Oradour, c'est pas les mêmes circonstances. C'est exactement la même chose, ce sont des bombardements de terreur. C'était des bombardements de terreur, et qui avaient d'ailleurs pour objet ce qu'on appelle le de-housing, c'est-à-dire démaisonner les Allemands de leur propre pays. Et je dois dire que j'ai toujours été très impressionné par mes souvenirs de l'Allemagne de 45 à 47. Puisque j'ai vécu, je dois le dire, en tant qu'enfant, de 6 à 8 ans, dans les ruines des villes allemandes. Évidemment, nous pourrions évoquer le Wilhelm Gustloff qui fut coulé le 31 janvier 1945, et à bord duquel se trouvaient 5000 femmes et enfants, c'est-à-dire 10 fois plus de victimes que l'église d'Oradour, car je rappelle qu'à Oradour, il y a eu 500 femmes et enfants dans l'église. 642 victimes, évidemment, je ne compte pas les hommes fusillés dans les granges, que personne ne conteste. Mais je remarque que cet Oradour marin du 31 janvier 1945, je remarque qu'il n'y a aucune plaque commémorative pour cet Oradour multiplié par 10. Très bien, merci. Je vous remercie. La condamnation est un signe. Confiance à la justice de mon pays, et j'espère que cette sanction lui interdira d'exercer et de faire la promotion de ces thèses négationnistes et révisionnistes qui sont une insulte à nos morts et à ce que représente Oradour. Aujourd'hui, certains, on l'entendra tout à l'heure dans le journal, regrettaient que Vincent Renoir n'ait pas été incarcéré immédiatement après l'audience. Il va pouvoir faire appel, entre-temps il est libre, il peut continuer son action, même s'il encourt évidemment le risque d'une incarcération. Est-ce que vous aussi vous partagez ce regret ? Certainement, mais la justice a frappé durement. Je crois que c'est la première fois qu'une telle peine est prononcée. Il faut s'en réjouir. Et je trouve que c'est une très bonne chose que la justice soit passée avec cette force, parce qu'il faut être impitoyable à leur endroit. Vous venez de le constater, ces gens se réjouissent de ma condamnation, prônent une répression toujours plus impitoyable contre les révisionnistes, et vont même jusqu'à regretter que je n'ai pas été immédiatement jeté en prison. Ce genre de réaction doit d'autant plus nous étonner que, dans les faits,
le rapport de force est largement en leur faveur. Ces gens-là, les gens d'Oradour, possèdent un village conservé en l'état, disent-ils, qui est visité chaque année par 300 000 personnes. Ils ont à leur disposition un centre de la mémoire qui a été inauguré en 1999 par Jacques Chirac lui-même, qui a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est visité chaque année par 120 000 personnes. 120 000 personnes auxquelles on explique la thèse officielle, sans naturellement parler des thèses révisionnistes. Eh bien, malgré cela, malgré ce rapport de force, sachant que nous avons diffusé moins de 200 cassettes vidéo sur le territoire national, nous avons diffusé environ 2000 exemplaires de notre ouvrage. Eh bien, malgré ce rapport de force qui est des milliers de fois en leur faveur, ces gens-là appellent à la répression. Ces gens-là réclament que je sois immédiatement mis en prison. Ils regrettent que je sois encore en liberté. Alors vous pourrez me dire, si le novembre 1997, un arrêté ministériel l'interdisait sur tout le territoire français. Naturellement, cet arrêté ministériel a été pris après que les autorités du Limousin aient tout fait pour que mon livre soit interdit. Mais l'affaire n'allait pas en rester là. Fin 2000, j'ai réalisé une cassette vidéo intitulée « Oradour, 50 ans de mensonges officiels ». Cette cassette résumait très succinctement la thèse développée dans mon ouvrage. Dès le mois de février 2001, les autorités du Limousin ont réussi à ce que, par un arrêté préfectoral, cette cassette soit interdite sur tout le département de la Haute-Vienne. En même temps, elles ont porté plainte contre moi pour apologie de crimes de guerre. C'est cette plainte et c'est cette saga judiciaire qui s'est terminée par le verdict du 12 décembre. Et en septembre 2001, encore une fois suite à l'action des autorités du Limousin, un arrêté ministériel a interdit la vente, le prêt et l'exposition de ma cassette aux mineurs sur tout le territoire national. Il est assez amusant de penser que cette cassette a été interdite en vertu d'une loi qui protège les mineurs et notamment qui est chargée de réprimer les infractions sexuelles. C'est tout ce que l'État avait trouvé pour interdire dans l'urgence cette cassette vidéo. Avant même de discuter de la valeur de mes thèses, je pense qu'il est intéressant de regarder la façon dont la sentence du 12 juin 2003 à Limoges a été accueillie par ceux que j'appelle mes adversaires. Je suis content. Il est condamné ? Il est condamné, c'est le principal. Les détails après, c'est des détails. Le principal, c'est qu'il soit condamné. Tout est là. J'aurais aimé qu'il soit carrément emprisonné à partir d'aujourd'hui. Mais enfin, je pense que là... Et c'est moi. Le verdict du tribunal de Limoges intervient après une lutte, entre guillemets, de 6 années. Tout a commencé en juin 1997, lorsque j'ai publié un ouvrage intitulé « Le massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène ».
Dans cet ouvrage, je ne conteste pas que les Waffen-SS sont venus à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Je ne conteste pas non plus que le soir, toute la population du village, à quelques exceptions près, était morte. Ce que je conteste, c'est l'histoire officielle quand elle prétend 1. Que les Waffen-SS sont arrivés à Oradour avec pour mission d'exterminer tous ceux qui s'y trouveraient, hommes, femmes, enfants confondus. Et 2, ce que je conteste, c'est que les Waffen-SS aient massacré les femmes et les enfants d'Oradour en les brûlant vifs dans l'église. La thèse que je la soutiens après avoir étudié minutieusement les ruines, les clichés d'époque, les cadavres, les témoignages et autres documents. Ce que je prétends, c'est que 1. Les Waffen-SS sont arrivés à Oradour non pour exterminer la population, mais afin de retrouver un gradé allemand qui avait été enlevé la veille 9 juin par des maquisards et qui pouvait, pensait-il, se trouver détenu à Oradour. Et ce que j'affirme également, c'est que les femmes et les enfants ont trouvé une mort terrible dans l'église suite à l'explosion surprise, inattendue, d'un ou plusieurs dépôts de munitions clandestins qui avaient été emménagés dans le lieu saint par la résistance locale. Mon livre est paru en juin 1997. Dès le mois de septembre, Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer. L'auteur d'un livre révisionniste sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, condamné pour apologie de crimes de guerre, une peine de prison ferme a été prononcée par le tribunal correctionnel. 1 an de prison, dont 3 mois ferme. Le résident belge, auteur d'un livre révisionniste sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, a été reconnu coupable d'apologie de crimes de guerre. Le tribunal correctionnel de Limoges a rendu sa décision ce matin. Le Haut-Viennois, qui avait diffusé une cassette de publicité pour ce livre, a lui été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Aglaé Poncé, Jean-Louis Zande. Coupable d'apologie de crimes de guerre, le révisionniste Vincent Renoir est condamné à 1 an de prison, dont 9 mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de 3 ans et obligation de quitter la Haute-Vienne. Les 3 parties civiles sont satisfaites. Je suis content. Il est condamné ? Il est condamné, c'est le principal. Les détails après, c'est des détails. Le principal, c'est qu'il soit condamné. Tout est là. J'aurais aimé qu'il soit carrément emprisonné à partir d'aujourd'hui. Mais enfin, je pense que la condamnation est un signe fort. Un signe que le condamné a bien compris puisqu'il a quitté immédiatement la salle d'audience après l'énoncé du jugement. S'il ne respecte pas ce verdict et ses obligations d'indemnisation financière, il pourra être incarcéré. Je fais confiance à la justice de mon pays et j'espère que cette sanction lui interdira d'exercer et de faire la promotion de ces thèses négationnistes et révisionnistes qui sont une insulte à nos morts et à ce que représente Oradour. C'est un jugement qui est à la mesure du personnage, qui a déjà nié l'existence des chambres à gaz et qui là vient nier ce qui s'est passé au Oradour. Il ne faut quand même pas jouer avec la vérité historique et puis avec tout ce que les gens ont pu vivre et avec leurs souffrances. En signe de solidarité avec les parties civiles, une quinzaine de jeunes du SCALP et de la GLFSE sont venus dénoncer la peste brune.
Et les thèses des révisionnistes ne peuvent pas passer comme ça sans qu'il y ait quelques personnes qui se rassemblent et qui montrent qu'il y a des antifascistes sur l'image prêts à défendre toutes les victimes de la barbarie nazie. Le condamné est reparti libre, il est probable qu'il fasse appel, mais déjà de nouveaux tracts circulent annonçant l'édition de manuels scolaires révisionnistes. L'ouvrier enseveli. Vincent Renoir, le condamné regrette, c'est parce que vous ne cessez de les insulter. Vous développez vos thèses délirantes tout seul dans votre coin et vous ne voulez pas entendre raison. Mais non, ce n'est pas vrai. Bien au contraire. De mon côté, de notre côté, les révisionnistes ont toujours réclamé la discussion, et ce, depuis 1997 et depuis 6 ans. Nous n'avons cessé de réclamer un débat libre et loyal. En voici les preuves. Ce que vous voyez à l'écran est la 20e page de mon livre « Le massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène ». C'est la dernière page, le dernier paragraphe de l'avertissement. Et qu'est-ce que j'écrivais dès juin 1997 ? Si demain, certains détracteurs nous convient à un débat honnête, nous nous empresserons de répondre favorablement. Ce qui signifie que dès juin 1997, j'acceptais d'avance le débat. Lorsqu'il est apparu que le 18 novembre 2003, je passerai en procès à Limoges, j'ai écrit à Jacques Valéry, le président des Amis du musée de la Résistance du département de la Haute-Vienne. Je lui ai écrit le 23 octobre pour l'inviter à un débat. Dans ma lettre, je l'avertissais que un ami, une relation, avait déjà accepté de me prêter une salle le samedi 15 novembre et que je l'y attendrai à 14 h pour que nous puissions débattre. Dans ma lettre, je lui donnais même le numéro de cet ami qui possédait cette salle afin qu'il puisse le contacter pour voir que ce n'était pas une farce ou un canular. J'attendais monsieur Valéry le 15 novembre à Paris pour que nous débattions d'Oradour et de sujets connexes. Eh bien, monsieur Jacques Valéry m'a répondu dans une lettre qu'il m'attendait au tribunal le 18 novembre à Limoges